La mystérieuse disparition de Maura Murray s'est produite le lundi 9 février 2004. Lorsqu'une personne disparaît soudainement, les clés pour résoudre l'affaire se cachent souvent dans ses actions et conversations de la veille. Le dernier endroit confirmé où se trouvait Maura pourrait contenir des indices sur ce qui s'est passé ensuite. Maura est née le 4 mai 1982 à Brockton, Massachusetts. Elle était la plus jeune enfant de la famille de Fred et Laurie Murray. Le père travaillait avec des équipements médicaux et la mère était infirmière. Maura a passé son enfance à Hanson, une petite banlieue sur la côte sud du Massachusetts. Elle a grandi dans une famille ouvrière où elle était toujours soutenue par son frère aîné Fred, ses sœurs Kathleen et Julie, ainsi que son frère Curtis. Ses parents se sont séparés quand elle avait 6 ans. Maura se distinguait par sa persévérance et sa détermination et a obtenu des résultats élevés tant dans l'éducation que dans le sport. Elle participait activement à la vie sociale, où on la reconnaissait à sa bonté naturelle, aux fossettes caractéristiques sur ses joues et à son sourire radieux. Maura a essayé presque tous les sports, en particulier le basketball de compétition, grâce auquel elle a parcouru toute la Nouvelle-Angleterre dans sa jeunesse. En tant que concurrente tenace, elle figurait constamment sur les listes des meilleurs coureurs du Massachusetts et a battu plusieurs records scolaires de longue date. Maura s'est qualifiée pour le championnat national scolaire des États-Unis en athlétisme dans la course de 2 miles en 1998, alors qu'elle n'était qu'en 2e année d'études et a pris la 33e place dans le pays. Elle a obtenu son diplôme avec distinction de l'école Whitman-Hanson et a pu choisir entre de nombreuses universités tant pour ses indicateurs académiques que pour ses réalisations sportives. En 2e année à West Point, Maura a réalisé qu'une carrière militaire ne lui convenait pas. Elle a transféré à l'université du Massachusetts à Amherst et prévoyait de travailler dans le domaine médical. En novembre 2003, 3 mois avant sa disparition, Murray a avoué avoir utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre pour commander de la nourriture dans plusieurs restaurants, dont un établissement à Hadley, Massachusetts. L'audience de cette affaire a été ajournée en décembre, à condition que l'affaire soit close après 3 mois de comportement exemplaire. Le soir du 5 février 2004, Maura, qui était de service sur le campus, parlait au téléphone avec sa sœur aînée Kathleen. Les jeunes femmes discutèrent des problèmes dans la relation de Kathleen avec son futur mari. Vers 10h30 du soir, Maura, sans quitter son poste de travail, a soudainement fondu en larmes. Lorsque le superviseur s'est approché de sa zone de travail, Maura semblait être complètement perdue dans ses pensées et ne réagissait pas du tout à son environnement. Elle gardait le silence. Le responsable a accompagné Maura à sa chambre dans la résidence 20 minutes après 2h du matin. Quand on lui a demandé les raisons de cet état, Maura a seulement répondu brièvement « C'est à cause de ma sœur ». Les détails de cette conversation sont restés cachés jusqu'en octobre 2017, lorsque Kathleen a partagé publiquement le contenu de la conversation. Kathleen, qui luttait contre une habitude nocive, avait quitté le centre de réhabilitation ce soir-là, et sur le chemin du retour, son futur mari l'avait conduite dans un magasin de spiritueux, ce qui lui avait causé un fort choc émotionnel. Le premier samedi de février, le 7, Fred, le père de Maura, est venu à Amherst, lorsqu'il a rapporté aux enquêteurs qui suivaient la mystérieuse absence de sa fille. Il a mentionné que pendant la journée, ils avaient visité ensemble des concessionnaires automobiles pour choisir un véhicule, et le soir, ils avaient dîné avec une amie de Maura. Après le dîner, Maura a conduit son père à son logement temporaire et après avoir emprunté sa Toyota Corolla, s'est dirigée vers une réunion d'étudiants dans la résidence du campus universitaire. Elle est arrivée à l'événement vers 10h30 du soir et est partie à 2h30 du matin, le dimanche 8 février.
Vers 4 heures du matin, en route vers le logement nocturne de son père, elle a rencontré des difficultés. Son véhicule a touché une barrière de protection sur la route vers Hadley. Les dommages à la voiture se sont avérés considérables, près de 10 000 $. Le représentant de la loi arrivait à documenter l'incident. Cependant, aucun enregistrement d'une vérification de l'état de Maura n'a été conservé. Après l'incident, Maura a été conduite au logement temporaire de son père, où elle est restée jusqu'au matin. Plus tard, Fred Murray a découvert que sa police d'assurance couvrirait la réparation du véhicule. Il a loué une voiture, a conduit sa fille à l'université et s'est dirigé vers le Connecticut. Le soir, vers 11h30, Fred a contacté sa fille par téléphone et lui a rappelé qu'elle devait récupérer les documents sur l'accident de la circulation auprès de l'autorité des transports. Ils ont convenu de se rappeler pour discuter des formulaires et soumettre la demande d'assurance par téléphone. Après minuit, déjà le lundi, 9 février, Maura a utilisé un ordinateur pour rechercher sur MapQuest des itinéraires vers les Berkshire et Burlington dans le Vermont. Le premier contact enregistré de Maura le 9 février a eu lieu vers 1h de l'après-midi. Elle a envoyé un courriel à son petit ami. « Je t'aime encore plus, Beau. J'ai vu tes messages, mais honnêtement, je n'avais pas particulièrement envie de discuter de quoi que ce soit. Je te rappellerai définitivement aujourd'hui. Je t'aime, Maura. » Le même jour, elle s'est renseignée sur la possibilité de louer un appartement privé à Bartlett, New Hampshire. Les relevés téléphoniques montrent que la conversation a duré 3 minutes. Cependant, le propriétaire a refusé la demande de location de Maura pour le condominium. À 13h, elle a téléphoné à une camarade de classe de la faculté des soins infirmiers pour des raisons qui sont restées inconnues. Plus tard, Maura a envoyé un courriel à son superviseur de la faculté des soins infirmiers, l'informant de son absence pendant 1 semaine en raison de circonstances familiales. Fait intéressant, selon les déclarations de proches, il n'y avait pas de problème dans la famille. Vers 14h, Maura a composé le numéro d'un répondeur avec des informations sur la réservation d'hôtel à Stowe, Vermont. La conversation a duré environ 5 minutes. À 14h18, elle a appelé son jeune homme et a laissé un message vocal promettant de le rappeler plus tard. L'appel a duré 1 minute. Dans la voiture, la jeune femme a rassemblé des vêtements, des articles de toilette, des livres d'études et d'autres effets personnels. Lors de l'inspection ultérieure de sa chambre, le service de sécurité de l'université a constaté que la plupart de ses affaires étaient emballées dans des boîtes et que les décorations murales avaient été retirées. Le moment exact de l'emballage reste incertain, mais les enquêteurs ont alors déterminé qu'elle avait emballé ses biens entre dimanche soir et lundi matin. Sur les boîtes emballées se trouvait une impression d'un courriel à son petit ami suggérant des problèmes relationnels. Vers 15h30, Maura a quitté le campus universitaire dans sa berline Saturn noire de l'année 1996. La mystérieuse disparition de l'étudiante a coïncidé avec une chute de neige. Les cours ont été annulés et à 15h40, la jeune femme a visité un distributeur automatique de billets et a retiré 280 $. Les caméras l'ont captée seule, sans accompagnement. Peu après, Murray est entrée dans un magasin de vin à proximité où elle a acheté des boissons pour environ 40 $. Le système de vidéosurveillance a confirmé de nouveau qu'elle n'avait pas d'accompagnateur. Au cours de la journée, elle a également visité le département des véhicules motorisés du Massachusetts où elle a récupéré des formulaires de rapport d'accident. Après son départ d'Amherst, estimé entre 16 et 17 heures, Maura a probablement conduit vers le nord sur l'Interstate 91. À 16h37, elle a vérifié sa boîte vocale. Ce fut la dernière activité enregistrée depuis son téléphone. Des informations sur la question de savoir si la jeune femme a communiqué ses intentions à quelqu'un
ou même si elle avait une destination de voyage concrète, n'ont pas été trouvées à ce jour. Vers 19 heures du soir, une habitante de Woodsville, une pittoresque petite ville du New Hampshire, entendit soudainement un fracas près de sa maison. Curieuse, elle regarda par la fenêtre et vit une voiture qui s'était enlisée dans un banc de neige sur le côté est de la route et pointait vers l'ouest. Après presque une demi-heure, à 19h27, la résidente décida d'appeler le bureau du shérif du comté de Grafton et signala un accident de la circulation dans un virage serré à côté de sa propriété. Dans le compte-rendu de l'appel, il fut noté que la femme avait également mentionné quelqu'un qui fumait dans la voiture. Plus tard, cependant, la dame précisa ses observations. Elle n'avait vu ni homme, ni personne fumant, mais avait seulement remarqué un mystérieux scintillement rougeâtre à l'intérieur, provenant peut-être de l'écran d'un appareil mobile. À ce moment-là, un chauffeur de bus scolaire qui vivait à proximité passa, ralentit et remarqua une jeune femme qui marchait autour de sa voiture. Selon le chauffeur, elle ne semblait pas blessée, bien qu'elle fût visiblement gelée et tremblante. Il proposa d'appeler à l'aide, mais elle refusa l'intervention des forces de l'ordre et assura qu'elle avait déjà contacté sa compagnie d'assurance. Cependant, dans les registres de cette compagnie, un tel appel n'avait pas été enregistré. Je me suis simplement renseigné sur son état. Elle a répondu qu'elle était un peu sous le choc. Il n'y avait aucune trace d'accident sur son visage, mais elle tremblait fortement. J'ai dit « D'accord, j'appelle la police », se souvint le chauffeur de bus, qui garda cette situation dans sa mémoire. Connaissant les problèmes de réseau mobile dans cette région isolée, l'homme, se fiant à son intuition, décida de retourner chez lui. De là, il put contacter les autorités et son appel fut transféré directement au bureau du shérif. Une autre résidente affirme qu'en passant, elle a remarqué un véhicule tout-terrain de la police garé en face de la voiture de Maura. Elle ralentit brièvement dans l'espoir de voir quelque chose d'inhabituel, mais poursuivit son chemin lorsqu'elle ne remarqua ni conducteur ni passager. Ces témoignages ne correspondent pas à la chronique officielle. Selon les données, les agents de Haverhill sont arrivés en retard sur les lieux de l'accident, 9 minutes plus tard. Selon le protocole, l'agent de police était finalement sur place à 19h46, mais curieusement, la conductrice avait déjà disparu. Personne n'a été vu ni dans ni autour du véhicule. La voiture avait visiblement heurté un obstacle en bois du côté conducteur, causant des dommages considérables. Le phare gauche était cassé, le radiateur avait été poussé dans le ventilateur et le véhicule était devenu inutilisable. Une fissure apparut sur le pare-brise du côté conducteur et les 2 airbags se déployèrent, comme s'ils voulaient y protéger leur propriétaire. Tout ce chaos laissa la voiture dans un état verrouillé et ajouta plus d'énigmes à l'histoire déjà confuse. Lorsque le représentant de la loi examina le véhicule à l'intérieur et à l'extérieur, il remarqua des taches bordeaux qui ressemblaient à une boisson rouge renversée. À l'intérieur de la voiture, on trouva un récipient vide et un emballage de boisson entamé sur le siège arrière. Lors d'une inspection plus approfondie, divers objets personnels furent découverts, une carte de sécurité informationnelle au nom de Murray, des formulaires de rapport d'accident vides, des gants, plusieurs disques, des cosmétiques, des bijoux avec diamants, un itinéraire pour Burlington, État du Vermont, la peluche préférée de Maura et un guide de voyage pour les montagnes blanches. Une attention particulière fut attirée par l'absence d'objets importants. Les cartes de débit et de crédit de Maura avaient disparu sans laisser de traces, tout comme son téléphone portable. Depuis sa disparition, aucun de ces objets n'a été trouvé ou utilisé. Plus tard, les enquêteurs remarquèrent qu'une partie des boissons alcoolisées achetées manquait également. Le journaliste Joe McGee décrivit l'événement comme suit. Dans un virage serré,
Elle perdit le contrôle de son véhicule. Sa voiture heurta un arbre. À ce moment, un chauffeur de bus passa. C'était un habitant local. Il offrit son aide, mais elle refusa. Environ 10 minutes plus tard, les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux, alors que Maura Murray n'était déjà plus là. Quelle situation étrange. Les forces de sécurité établirent rapidement que le véhicule appartenait à Maura et classèrent initialement l'incident comme une disparition volontaire en se basant sur sa préparation au voyage et l'absence de signes évidents de malheur. En l'an 2009, l'affaire Murray fut transférée au département des affaires non résolues du New Hampshire et les autorités officielles commencèrent à considérer l'incident comme une disparition suspecte. Entre 8h et 8h30 du soir, un entrepreneur qui revenait de Franconia remarqua une jeune personne marchant rapidement en direction de l'est sur la route 112, à environ 4 à 5 miles de l'endroit où la voiture de Murray avait été trouvée. La personne portait un jean, un manteau sombre et une capuche claire. Le témoin ne signala pas immédiatement son observation en raison d'une confusion concernant les dates, et ce n'est là que 3 mois plus tard, en parcourant ses notes de travail, qu'il réalisa qu'il avait rencontré cette personne exactement le soir de la disparition de Maura. Le représentant des autorités et le conducteur du transport interurbain ont effectué une inspection des environs à la recherche de traces de Maura. Peu avant 8h30 du soir, des ambulanciers et des pompiers sont arrivés pour évaluer la situation. À 8h49, le véhicule a été transporté au centre de service le plus proche. Vers 9h30, l'agent de service a terminé son travail sur le lieu de l'accident. Dans le système d'échappement de la Saturn, un morceau de tissu a été découvert, probablement de l'équipement d'urgence de Maura. Les instances officielles ont commencé à considérer le cas de Maura comme une disparition. À 12h36, le lendemain, le 10 février, une notification officielle avec une description de Maura a été diffusée. Manteau sombre, jeans et sac à dos noir. À 3h20 de la journée, un message concernant la découverte de la voiture abandonnée de sa fille est arrivé sur le répondeur de Fred Murray. Comme il était en voyage d'affaires dans l'État voisin, il n'a pas pu recevoir cette information à temps. À 5h du soir, la sœur aînée de Maura a contacté le père et lui a raconté l'incident. Il s'est immédiatement adressé au service de police de Haverhill, où on lui a dit que le département du New Hampshire lancerait une opération de recherche si aucune information sur la localisation de Maura n'était disponible d'ici le matin. À 17h17, la police de Haverhill a officiellement enregistré Murray comme disparu pour la première fois. À l'aube du 11 février, le père de Maura était déjà à Haverhill. Un chien pisteur, utilisant l'odeur du gant de Maura comme orientation, a suivi une piste environ 100 yards à l'est de l'endroit où la voiture a été trouvée, avant de la perdre. L'équipe d'enquête a interprété cela comme un signe que la jeune femme avait probablement quitté les lieux dans un véhicule. Peu après, le petit ami de Maura est arrivé à Haverhill avec ses parents. D'abord, il a été interrogé séparément, puis sa famille a été invitée. Les représentants de la loi ont émis une hypothèse. Murray se trouvait dans cette région parce qu'elle voulait être seule ou en raison d'expériences émotionnelles. Les proches ont accueilli cette supposition avec scepticisme. Un fait remarquable est le suivant. Le petit ami de Maura a éteint son téléphone portable pendant le vol vers Haverhill. À un certain moment, il a reçu un message vocal dans lequel, à ce qu'il lui semblait, il entendait les sanglots étouffés de Maura. La source de l'appel a pu être retracée. Ilawa était passé avec une carte téléphonique fournie par la Croix-Rouge américaine. Le 12 février, la famille de Maura et son petit ami ont organisé une conférence de presse en soirée à Bethléem, État du New Hampshire. Dès le lendemain, l'histoire s'est répandue à travers les canaux d'information. Les représentants des forces de l'ordre ont déclaré « Maura se dirigeait probablement vers la route Kankamagus ».
Elle a été inscrite dans la base de données des personnes disparues qui pourraient avoir besoin d'une aide urgente. Dans les rapports officiels, il a été mentionné que Maura était sous l'influence de l'alcool au moment de l'incident lorsqu'elle conduisait le véhicule, bien que le conducteur d'un bus qui passait ait affirmé que la jeune femme semblait tout à fait consciente. Une semaine après la mystérieuse disparition, le père de Maura et son petit ami ont été à nouveau invités à un interrogatoire. Les proches ont étendu les recherches au Vermont, inquiets du fait que les forces de l'ordre local n'ayant pas été informées de la situation. Bien que les cas de personnes disparues soient généralement traités par des unités locales, 10 jours plus tard, le FBI s'est joint à l'enquête. Des agents fédéraux ont eu des entretiens avec des membres de la famille du Massachusetts. Et le chef de la police de Haverhill a annoncé que l'opération de recherche avait pris des dimensions nationales. 10 jours après la disparition, le service de conservation de la nature du New Hampshire a organisé une nouvelle exploration terrestre et aérienne de la région en utilisant un hélicoptère équipé d'imagerie thermique et des chiens de recherche spécialement entraînés. La sœur aînée de Maura a trouvé le 26 février des sous-vêtements féminins blancs déchirés dans la neige sur un sentier peu fréquenté près de French Pond Road, mais l'analyse ADN a montré que cette découverte n'avait aucun lien avec Murray. L'une des théories initiales des enquêteurs était que Maura Murray avait soit planifié son absence à l'avance, soit se trouvait dans un état émotionnellement instable après le dernier incident de circulation. Néanmoins, de nombreuses personnes proches ont catégoriquement déclaré « Elle n'aurait jamais disparu de son propre gré, indépendamment de tous les événements de la période précédente. » Mis à part les liens émotionnels, certains objets que Maura avait emportés, des blanchisseurs dentaires et du matériel d'étude, ont convaincu beaucoup que ce jour-là, elle n'avait pas prévu de disparaître. En fin de compte, pourquoi quelqu'un qui a décidé de disparaître emporterait-il des choses aussi quotidiennes? Une hypothèse alternative supposait que Murray avait paniqué après l'accident et avait quitté les lieux pour éviter les conséquences. Compte tenu de la quantité d'alcool trouvée sur place et d'une bouteille de cola qui contenait supposément de l'alcool, les autorités croyaient Maura avait consommé des boissons alcoolisées et ne voulait pas risquer sa réputation après son récente arrestation pour fraude à la carte de crédit. La zone forestière voisine aurait pu servir d'abri pendant la saison chaude, mais en raison des basses températures et de l'absence de traces dans la neige menant dans cette direction, cette version suscitait des doutes. Très probablement, il faudrait se déplacer sur la route, sans doute en direction est du lieu de l'incident, car cette zone n'a pas été incluse dans la recherche initiale. Un entrepreneur qui conduisait sur la route 112 ce soir-là a mentionné avoir remarqué une jeune personne marchant vers l'est à quelques miles du lieu de l'événement. Il reste incertain jusqu'à aujourd'hui s'il s'agissait réellement de Maura. Si l'on suppose qu'elle va bien et que les conditions météorologiques froides ne l'ont pas affectée pendant son voyage solitaire, où aurait-elle pu se rendre? Certains soupçonnent qu'elle a simplement décidé de commencer un nouveau chapitre dans sa vie, peut-être même déménager au Canada pour laisser derrière elle des problèmes juridiques et des difficultés personnelles. Bien que les représentants officiels envisagent la possibilité que Maura se trouve quelque part en sécurité, ils considèrent ce scénario comme le moins probable. Alors qu'un groupe d'enquêteurs penche vers la version d'une malheureuse coïncidence de circonstances, d'autres avancent l'hypothèse d'un possible transfert forcé. Fred, le père de Maura, est fermement convaincu que quelqu'un parmi les personnes peu fiables de la localité est impliqué dans la disparition de sa fille. Cependant, de nombreux habitants de Haverhill rejettent la probabilité que l'un d'entre eux ait été impliqué et soutiennent l'opinion que Maura était au mauvais endroit au mauvais moment et qu'un malfaiteur de passage a profité de la situation. Des hypothèses alternatives se concentrent sur le chauffeur de bus Atwood, la dernière personne à avoir vu Maura.
Certains trouvent suspect qu'il n'ait pas attendu l'arrivée des secours. De plus, lui et son épouse ont déménagé en Floride peu après la disparition de la jeune femme. Certains chercheurs indépendants ont émis une hypothèse particulièrement troublante qui soupçonnait des relations inappropriées possibles entre Maura et son père, ce qui pourrait être la raison de sa disparition soudaine, une supposition que les proches de Maura réfutent catégoriquement. Malgré de nombreuses théories, nous nous trouvons aujourd'hui approximativement au même niveau de compréhension concernant le destin de Maura Murray qu'il y a presque 20 ans. Compte tenu de la faible probabilité d'une issue positive de l'affaire, plusieurs opérations de recherche ont été organisées à proximité du lieu de l'incident. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a produit de résultats significatifs. Le 1er juillet 2005, des représentants des forces de l'ordre ont emporté des objets de la voiture de Maura auprès de ses proches pour un examen supplémentaire. Le 13 juillet, une opération de recherche à grande échelle a été organisée avec environ 100 personnes, dont des représentants de la police d'État, des services d'urgence et des volontaires, qui ont fouillé la zone dans un rayon d'1 mile. Il s'agissait de la 4e campagne de recherche autour du lieu de l'accident automobile et la première après la fonte des neiges. Le sac à dos noir de Maura, qui manquait dans sa voiture, a suscité un intérêt particulier des enquêteurs. Après la fin de l'opération, la police a rapporté qu'aucune découverte significative n'avait été faite. En février 2019, lors du 15e anniversaire de la disparition de Maura, Fred Murray a de nouveau exprimé sa conviction que sa fille n'était plus en vie et a également partagé ses soupçons concernant la maison la plus proche, à laquelle les chiens de recherche avaient prêté une attention particulière. Au début de 2021, le propriétaire du terrain a retiré un arbre de l'endroit où Murray avait été vu pour la dernière fois et qui était marqué d'un ruban bleu comme symbole de souvenir. Peu après, le département du New Hampshire a rejeté la demande de la famille Murray d'ériger un panneau historique de l'État à cet endroit, qui avait été soumise à la fin de 2020. Le 14 septembre 2021, la police de l'État du New Hampshire a informé le public de la découverte de fragments d'os sur le mont Loon à Lincoln, à environ 25 miles à l'est du lieu de l'accident de Maura. Selon la sœur de Maura, Maura avait déjà été sur cette montagne et connaissait la région. Les fragments trouvés ont été décrits comme assez petits et il a été supposé que le processus d'identification prendrait au moins 2 mois. En novembre, il a été officiellement déclaré que les matériaux trouvés n'étaient pas liés à la disparition de Maura. En janvier 2022, le FBI a émis un avis national dans l'affaire Maura et a créé un profil spécial pour coordonner l'échange d'informations entre les différentes agences d'application de la loi qui enquêtent sur sa disparition.